Bonjour et bienvenue sur ce double épisode. Aujourd'hui, au travers de deux vidéos proposées par Marc Ban, nous allons nous attaquer aux mensonges de la NASA. Enfin, à l'incompétence flagrante des complotistes autoproclamés chercheurs de vérité qui voient en la NASA l'outil du complot, le délire habituel quoi. Ici, nous allons décortiquer 7 vidéos. Je me suis permis de découper la vidéo de Marc Ban, enfin celle de The Potter's Clay, qu'il a recopié pour rediffuser sur sa chaîne, pour trier les mensonges par catégorie. Pour commencer, un classique des complotistes. Les bulles qui prouveraient que les images sont prises depuis une piscine et non pas depuis l'espace. Car, et c'est bien vrai, il ne peut y avoir de bulles dans l'espace. Troublant, n'est-ce pas? Mais attendez un peu avant de conclure. Nous allons voir comment ça se passe dans cette fameuse piscine de la NASA. Là, pas de doute. Des bulles, il y en a, et il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, et de toute taille, rien à voir avec la pauvre minuscule bulle qui se promène toute seule à l'image. Alors quoi? La NASA aurait effacé toutes les bulles des images et elle en aurait oublié une pourtant visible comme un furoncle sur une langue de complotiste? Alors, qu'est-ce donc que ces bulles? Eh bien, ce ne sont pas des bulles, mais des petites particules de glace provenant des systèmes de refroidissement de la station ou des combinaisons spatiales. Le principe? Refroidir par sublimation de la glace. Je vous laisse regarder cette page Wikipédia. L'explication n'était pas difficile à trouver, encore fallait-il vouloir la chercher. Mais les chercheurs de vérité n'aiment pas chercher. Chez eux, l'instruction se fait uniquement à charge, jamais à décharge. Ce qui les intéresse, c'est de trouver une explication qui va dans leur sens, aussi foireuse soit-elle. Et des explications foireuses, ils en ont quelques-unes. Les harnais, les ficelles, le délire total. Ici, nous avons droit à une affirmation péremptoire qui, comme Scott Kelly, ne s'appuie sur rien. Enfin, à rien qui ne soit délirant. Le harnais a lâché? Ou il se tient à des barres de calage pour finir son salto. Attention, il ne lutte pas contre la gravité, regardez bien. Il ne lâche jamais le micro et il ne se sert que d'une main. Si vous ne me croyez pas, essayez de réussir un flip arrière sur une seule main. Non, n'essayez pas. Sauf si vous tenez absolument à faire un tour aux urgences. Ici, comme souvent avec les complotistes, nous avons droit à une vidéo d'une définition déplorable. Alors, voyons ce que ça donne avec une définition correcte. Vous les voyez les fils? Le harnais? Non. Tout ce qu'on peut voir, c'est un vague pli dans le polo. Mais pour les complotistes, c'est une preuve! Ridicule. Et juste pour bien montrer le ridicule des complotistes, voici un autre extrait de cette même vidéo.
Avis aux platistes, essayez de comprendre comment devraient être fixés les petits fils qui tiennent le harnais fixé à la ceinture. Ou encore, ici. Et pour ceux qui ne seraient toujours pas convaincus, allez voir cette scène de foot à l'intérieur de la station en 360 degrés. Ici, non seulement The Potter's Clay fait preuve de stupidité, mais en plus, il se montre d'une pure mauvaise foi. Pour vous proposer cet extrait, il faut qu'il ait vu la vidéo entière. Alors, allons-y, étudions la vidéo originale. Ces cheveux-là vous semblent-ils irrésistiblement attirés vers le sol qui se trouverait, selon notre complotiste, en haut de l'image ? Les gouttes d'eau vous semblent-elles tomber vers le haut où devrait se trouver le sol ?
La combinaison et la mobilité réduite qu'elle permet, ainsi que l'équipement de survie fixé dans le dos qui remonte le centre de gravité, expliquent très bien ces mouvements. Ou l'art est la manière de tirer des conclusions d'une image où on ne distingue absolument rien. La vidéo est complètement pourrie, mais nos complotistes arriveraient à y voir des films trop forts, les mecs. Cette affirmation sous-entend que les artefacts sur la vidéo sont volontaires. Qu'on m'explique alors le but de cette manipulation. Donner une occasion aux complotistes de crier « C'est la preuve d'un complot !» C'est aussi ridicule qu'un voleur qui laisserait sur le lieu de son méfait une lettre expliquant comment il s'y est pris et où le retrouver. La puissance de déduction des complotistes me laissera toujours perplexe. Ici aussi je m'interroge, quel intérêt de faire une manipulation graphique et de la foirer à ce point? Les responsables du pseudo-complot de la NASA ne seraient-ils que des branquignoles? Comment auraient-ils pu faire perdurer ce complot depuis si longtemps avec ce niveau d'incompétence? Encore une preuve éclatante que nos complotistes ne comprennent rien à ce qu'ils prennent comme une preuve. Alors, petit cours de rattrapage pour nos incompétents de service. Le fond vert est l'arrière-plan devant lequel est filmée la scène que l'on veut truquer. Maintenant, supprimer la partie verte de l'image. Pour ça, on va dans Incrustation, Ultra Key, et on sélectionne la couleur que l'on souhaite enlever. Et la dernière étape, la plus cool, c'est d'ajouter un fond à tout ça. L'idée, c'est de placer la vidéo en vidéo 2 et le fond en arrière, c'est-à-dire sur vidéo 1. Ici, j'ai déjà prévu un cache couleur jaune, que je place en dessous de ma vidéo, tout le long du rush. Et voilà, on peut se mettre au début et lire la vidéo. Et ça fonctionne super bien. Autrement dit, lorsqu'on utilise le fond vert, le personnage principal, ici ce serait Scott Kelly, est réel. C'est le décor qui est faux. Le seul moyen de saccager l'image, ce serait que la main de Scott Kelly soit verte. Je vous laisse aller voir la vidéo tout simplement, qui explique très bien comment fonctionne un fond vert. Alors soit, comparons les deux images. La première avec le visage transparent, la seconde sans visage. Vous voyez une lumière là? Non. Ce qui prouve bien qu'on ne voit pas au travers du visage. Ici, posez-vous deux questions. Quelle est la couleur des chaussettes et quelle est la couleur de l'arrière-plan? Bien. Maintenant que j'ai montré que les complotistes n'avaient rien compris à ce qu'ils avaient vu, il me reste à expliquer ce que l'on voit pourtant bien. Deux mots suffisent. Compression vidéo. Bon d'accord, ça ne dira pas grand chose au commun des mortels, alors développons un peu. Une vidéo est une suite d'images prises, en général, à raison de 25 images par seconde. Si on code notre image en 256 teintes de cyan, 256 teintes de vert et 256 teintes de rouge, il nous faudra 25 bits pour coder 1 pixel d'une image, soit 3,125 octets. Partons du principe que notre vidéo a une résolution raisonnable de 1280 par 720 pixels. Cela nous fait 921 600 pixels et 2,74 mégaoctets pour une seule image. Quelle bande passante faudrait-il pour pouvoir transmettre une vidéo? 68 mégaoctets par seconde. Et nous n'avons encore pas le son. Je rappelle à tout hasard que l'ADSL offre au mieux 20 mégaoctets par seconde. Les images et la vidéo doivent donc être compressées pour pouvoir être transmises. Pour compresser la vidéo, il y a deux méthodes. Comprimer les images une par une et comprimer les images par séquence. Mais Wikipédia explique tout ça bien mieux que moi. N'hésitez pas à mettre sur pause pour prendre le temps de lire. Quoi qu'il en soit,
Le décor restant fixe, la compression vidéo utilise les images de référence passées et futures pour prévoir les pixels des images intermédiaires. Ce qui signifie que si l'image de référence 1 montre un bras et que l'image de référence 2 ne montre pas de bras, l'algorithme de compression va calculer les images intermédiaires en mélangeant progressivement les pixels bras avec les pixels pas de bras, donnant ainsi l'impression d'un bras progressivement effacé. Ici, il s'agit d'une compression de chaque image. L'algorithme ne retient que certains pixels de référence qu'il mélange entre eux pour calculer les pixels manquants. Les chaussettes étant blanches sur fond blanc, l'algorithme semble les effacer au profit du fond blanc. Ici, il s'agit d'une perte d'information qui peut être due à 3 causes. Une surcharge de travail pour le processeur au niveau de la compression, une surcharge de travail pour le processeur au niveau de la décompression, ou une perte de signal lors de l'émission. Il en résulte des pixels noirs. 0 cyan, 0 vert et 0 rouge égale noir. Pourquoi uniquement sur ce qui est en mouvement? Parce que le décor étant fixe, il n'est pas pris en compte lors de l'interpolation des images intermédiaires. Alors, j'ai retrouvé l'extrait vidéo original avec une meilleure définition. Mais plutôt que de vous concentrer sur la visière du casque, je vais vous demander de regarder ce qui se passe dans le coin en bas à gauche de l'image. On voit clairement que la caméra se déplace pendant la vidéo, mais ce morceau de tissu, lui, reste fixe par rapport à la caméra. Il provient donc du caméraman. Cela ne ressemble en rien à une tenue de plongée, mais c'est étrangement la même couleur que la combinaison spatiale. Bien, maintenant revenons sur cette image. Vous remarquerez que le soleil se trouve derrière le cosmonaute, légèrement sous la station spatiale. Zoomons sur le caméraman. Est-ce que ça ressemble à un plongeur ou à un autre cosmonaute? Eh oui, il s'agit tout simplement du second cosmonaute qui se trouve partiellement dans l'ombre de la station et qui filme son collègue en se tenant au même module que lui. Et puis, elles sont où les bulles? Eh oui, The Potter's Clay ne regarde le monde qu'avec ses œillères de complatiste, ce qui l'empêche de voir et de comprendre l'ensemble de la scène qu'il observe. En voyant cet extrait, je ne peux m'empêcher de m'interroger. Pourquoi The Potter's Clay ne travaille-t-il qu'avec des vidéos à la définition plus que douteuse? Pourquoi n'a-t-il pas montré la suite de cet extrait? Pour avoir une réponse à ces questions, rien de plus simple, il suffit de retrouver la vidéo dont il s'est servi. La voici. Dans cet extrait, on peut parfaitement voir que l'image réfractée par la bulle d'eau, et non le reflet, correspond bien avec l'image de Catherine Coleman. Peut-on réellement croire que The Potter's Clay n'a pas vu la vidéo originale avant d'en tirer un extrait? Ici, nous devons nous demander d'où a été prise la vidéo. Réponse, de l'intérieur du poste de pilotage de la navette. Ici, on peut voir les hublots arrière qui donnent sur la soute de la navette. Bien. Maintenant, profitons des longues soirées d'hiver pour tenter une petite expérience. Placez-vous devant votre fenêtre pour regarder le décor lorsqu'il fait nuit. Vous devriez voir votre reflet ou le reflet de la pièce où vous vous situez. Mais vous n'allez pas imaginer pour autant qu'il s'agisse d'un complot de la NASA. Ici, c'est exactement ce qui se passe. Un astronaute s'est placé à proximité du hublot et la caméra a filmé son reflet. Encore une fois, les complotistes ont un pouvoir de déduction assez improbable et une capacité à se poser des questions extrêmement limitée.
Alors ici, il sous-entend que la Terre apparaît courbe parce que l'image est prise avec un objectif très grand angle qui courbe l'image, comme le démontre le panneau solaire courbé. Pour The Potter's Clay, il s'agirait d'une preuve que la Terre n'est pas sphérique mais plate. L'aspect sphérique ne serait dû qu'à l'objectif grand angle utilisé. Si nous sommes logiques, s'il utilise cet argument pour tenter de démontrer que la Terre n'est pas sphérique, cela signifie qu'il valide la réalité de l'ISS. Oups, il vient de se tirer une balle dans le pied. On peut à la limite imaginer que The Potter's Clay n'y comprenne rien à l'utilisation d'un fond vert, à la compression vidéo, ni au fonctionnement d'un objectif grand angle. C'est un peu le cas de tous les complotistes qui crient au trucage lorsqu'une vidéo est prise avec ce genre d'objectif. Mais peut-on réellement croire qu'il n'ait pas vu les gouttes d'eau partir latéralement par rapport à l'image alors qu'il prétend que Karen Nyberg est suspendue par les pieds? Peut-on réellement croire qu'il n'ait pas vu la vidéo de Catherine Coleman jusqu'au bout? Peut-on réellement croire qu'il n'ait pas vu la combinaison spatiale du cosmonaute qui filme ces images? On ne peut donc en tirer qu'une conclusion. Ce type est un incompétent qui ne comprend rien à ce qu'il apporte comme preuve, doublé d'un escroc qui tente de nous faire gober un pseudo-complot alors qu'il sait pertinemment que les preuves qu'il avance ne valent rien. Pire encore, il sait que ces preuves sont trafiquées puisque c'est lui qui les fabrique. Et que penser de Mark Ban qui reposte ce genre de vidéos sur sa chaîne sans jamais réfléchir à ce qu'il fait? Que valent ses propres recherches si elles se limitent à gober les idioties balancées par des escrocs comme The Potter's Clay sans jamais vérifier quoi que ce soit? Voilà, je m'arrête ici pour cette première partie de la vidéo, et je vous donne rendez-vous dans la seconde partie. D'ici là, n'oubliez pas,